Bonjour et bienvenue sur Mobility TV. On est ravis de recevoir Alexandre Marian. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être là, d'Alix Partner, un habitué notamment au moment du mondial. Vous venez pas tous les 2 ans, mais notamment au moment du mondial. Et puis on avait envie de parler avec vous de l'évolution du marché, évidemment. Vous venez de sortir une étude sur ce sujet. Le point de départ, c'est évidemment l'évolution notamment de l'électrification qui pourra avoir des conséquences. On va en parler là déjà. Pour quelles raisons, qu'est-ce que vous voyez comme raison principale qui peuvent expliquer les difficultés du moment? Est-ce qu'elles seront passagères ou en tout cas est-ce qu'elles sont un peu plus structurelles? Alors merci Aurélien. Donc en effet, on est dans un environnement en pleine mutation. Ça fait bien 10 ans qu'on parle de la transition vers le véhicule électrique. Et là, on rentre dans le dur. Ouais. On a beaucoup de nouveaux véhicules qui sont sortis ces 2-3 dernières années. On a des nouveaux véhicules qui sont présentés au Mondial de l'Auto. Et d'ailleurs, beaucoup de produits qui finalement sont plutôt de plus petites voitures qui sont censés trouver un public plus large. Mais en attendant… Ça peut être l'inflexion, mais ça va forcément prendre du temps. Exactement. En fait, ça peut être une inflexion, mais ça va forcément prendre du temps. Ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est qu'un véhicule électrique coûte toujours plus cher neuf qu'un véhicule thermique. Et donc, par conséquent, le marché européen, quand on passe du véhicule thermique au véhicule électrique, il est structurellement plus faible. C'est la loi de l'offre et de la demande, c'est aussi simple que ça. Donc, en parallèle de ça, on a une transition avec beaucoup de nouveaux modèles qui arrivent, des modèles qui arrivent des constructeurs européens, mais également des constructeurs chinois. Et ils sont poussés par le régulateur pour forcer cette transition vers le véhicule électrique. Donc nous, ce qu'on pense, c'est qu'à l'horizon 2030, on aura environ 40% de véhicules électriques ou électrifiés, donc des plug-in hybrides en Europe, même si ce ne sera pas la majorité, ces plug-in hybrides, mais c'est beaucoup moins que ce qui serait nécessaire pour avoir une bonne trajectoire en 2035 avec 0 véhicule thermique à cet horizon-là. Et par conséquent, ça fait que tous les véhicules qui sont lancés, il y a une grande incertitude sur le succès commercial. Et puis voilà, donc ça veut dire qu'on ne sait pas si ça va marcher. On voit qu'il y a beaucoup de produits disponibles, mais le consommateur n'est pas encore tout à fait prêt à payer le prix qui s'accompagne de cela. Bien sûr. Avant de parler des conséquences pour les constructeurs, peut-être un mot, parce qu'effectivement, on a l'impression que l'hybride rechargeable était enterré un peu dans l'opinion publique, c'est-à-dire que c'est nul, ça ne sert à rien, etc. Il y a eu et parfois à raison, parce que quand c'était mal utilisé, mais vous l'avez évoqué, et puis on le sent, que ce soit ici sur le salon ou dans les présentations des constructeurs, ils sont encore nombreux à proposer des hybrides rechargeables. Ils ne sont pas idiots, on va dire, c'est qu'il y a une raison, ça répond à… Alors c'est intéressant cette question, parce qu'en fait, si on regarde le marché chinois ou le marché américain, le plug-in hybride, l'hybride rechargeable, ça a beaucoup de sens de par les cas d'usage et de par le fait que ça réduit les émissions de CO2 sans régulation pour interdire les véhicules thermiques à horizon 2035. De par le choix de l'Europe d'avoir interdit les véhicules thermiques à horizon 2035, en fait, ça pousse à ne pas développer ou avoir beaucoup de solutions sur l'hybride rechargeable. Qui plus est, le fait que en fait, ces véhicules ont une mauvaise presse parce que l'utilisateur final n'était pas nécessairement celui qui payait du fait de passage par des flottes. Ouais. Mais ça peut être une solution pour faire la transition. En Europe, c'est probablement pas ce qui va se passer du fait de la fin du véhicule thermique à l'horizon 2035. Oui, 2035 évidemment. 2025, les constructeurs en parlent beaucoup. Vous en parlez dans votre étude Alix Partners avec le chiffre qui est souvent donné par Luca De Meo, c'est 15 milliards, si je ne dis pas de bêtises, pour les constructeurs sur 2025. Et vous allez un petit peu plus loin, vous projetez sur les années suivantes. Alors on a essayé de se projeter sur les années suivantes. Évidemment, il y a énormément d'incertitudes et on ne peut pas dire qui va payer combien. Parce que en fait, ça dépend tellement du succès de tel modèle électrique ou éventuellement du succès de tel modèle thermique qui va détruire la moyenne, enfin qui va la mettre dans le mauvais sens. Donc on ne peut pas dire qui va payer quoi. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que si on fait plusieurs hypothèses, on se dit qu'on va payer entre 25 milliards et 78 milliards à l'horizon 2025 de pénalité café. Et notre scénario le plus probable, on va dire, c'est 50 milliards. C'est un scénario où finalement les constructeurs occidentaux auront des véhicules électriques et il y aura 40% de véhicules électriques sur le marché, mais les constructeurs chinois auront également une bonne part, donc on peut dire 12% du marché ou un quart du marché du véhicule électrique. Et ça, c'est relativement probable et ça nous amène à environ 50 milliards de pénalités. Et avec ce paradoxe donc, de dire un constructeur va proposer des véhicules essence
avec l'idée de se dire, il faudrait bien que je ne rentre pas trop non plus parce que ça va me poser un problème. Exactement. Et alors ça, c'est un peu la double peine, c'est-à-dire qu'on peut avoir des véhicules électriques qui réussissent pas et des véhicules thermiques qui réussissent bien commercialement, mais derrière ça, on pourrait être rattrapé. Et comme le calcul du café se fait a posteriori sur les ventes réelles à la fin de l'année, et ça sera sur un périmètre de toute l'Europe, c'est extrêmement compliqué d'anticiper. Encore une fois, ce qu'on peut voir, c'est les tendances de marché de fond, mais c'est très compliqué de se dire pour tel ou tel constructeur, je vais me retrouver bien ou pas bien. Et dernier élément qui est intéressant, c'est justement d'être un peu positif, de se projeter. Quelles solutions, comment ils peuvent anticiper au mieux pour éviter que ce soit un peu trop brutal, un peu trop violent? En fait, ce qu'on a envie de dire, c'est que déjà, ils ont beaucoup travaillé les dernières années. On voit encore une fois au mondial, entre la C3, entre la Renault 5, entre la Renault 4, tous les modèles qui arrivent, ils ont vraiment fait ce travail de proposer des produits. Des produits certes un peu trop chers, parce que forcément ça coûte cher un véhicule électrique par rapport à un véhicule thermique. Mais il faut qu'ils continuent de proposer ces modèles, il faut qu'on arrive à atteindre le niveau d'échelle pour que les prix soient intéressants. La IC3 peut être un bon exemple? La IC3 peut être un exemple, en effet. Un autre point sur lequel on a pas mal insisté, c'est qu'on pense qu'ils doivent accélérer au travers de partenariats. Et c'est un peu ce qu'on voit avec Stellantis qui fait un partenariat avec Leapmotor, mais ce n'est pas les seuls. Il y a d'autres partenariats qui sont travaillés pour pouvoir développer des voitures plus vite, pour pouvoir accéder à des voitures ou à des produits plus compétitifs en coût. Et finalement essayer de changer ou de renverser la table pour pouvoir être dans le peloton de tête de la transition. Et accepter qu'on ne peut pas tout faire tout de suite là à très court terme. Alors oui, en fait il faut aussi admettre qu'avec… investir sur tous les terrains. Oui, et le dernier point, on peut parler des pénalités café, mais l'autre enjeu derrière les pénalités café, c'est que ça oblitérerait une partie des capacités d'innovation, puisque l'innovation, ça doit nécessiter de l'investissement. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer ces deux prochaines années sur ce sujet-là spécifiquement. Ça ne doit pas empêcher les constructeurs et les équipementiers à continuer de travailler sur ce sur quoi ils ont le contrôle absolu, qui est développer des produits compétitifs sur le marché et potentiellement développer ces partenariats. Merci beaucoup Alexandre Marian. On peut prendre rendez-vous peut-être sur le prochain mondial. Vous avez parlé des 2 prochaines années et même avant parce que ça bouge tellement vite. Exactement. Ce ne sera pas inutile je pense. Encore merci et à très bientôt sur Mobility TV. Merci beaucoup.